À l'âge de 16 ans, Maria est admise à un pensionnat UP du Michigan spécialisé dans les arts. Elle s'y fait des amis qui sont aussi obsédés par la perfection physique. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient des régimes, qui se faisaient vomir. Il y avait beaucoup de comportements compulsifs. On était toutes en compétition pour être la plus mince et celle qui mange le moins. Presque tout de suite, ma boulimie s'est transformée en anorexie. J'ai tout simplement arrêté de manger. Je pouvais passer des jours et des jours sans manger et j'étais affreusement malade, très faible et instable sur le plan émotif. Puis, Maria perd la maîtrise de son corps. Le corps arrête littéralement de fonctionner. Le cœur devient extrêmement faible, on n'a plus de cycle menstruel et le métabolisme ralentit dangereusement. Au printemps 1989, Maria devra mettre un terme à des années d'autodestruction. Lors d'une soirée dansante à l'école, au bord de l'évanouissement, elle se rend à la salle de bain pour vomir son dernier repas. Je me suis mise à cracher du sang. Je vomissais du sang. Il y en avait partout sur les murs. J'étais extrêmement gênée. Je savais que tout le monde verrait à quel point j'étais dégoûtante. Puis je me suis évanouie. On transporte Maria à l'infirmerie de l'école et son affreux secret est maintenant connu de tous. On nous a téléphoné de l'école pour nous dire que Maria avait un problème, qu'elle souffrait de troubles alimentaires. Quand je l'ai vue, j'ai failli m'évanouir moi aussi. Elle n'avait plus que la peau et les os. On aurait dit un squelette. Elle était très nerveuse, très agitée, surexcitée. Et elle avait le visage couvert de duvet. Le corps se couvre de fourrure pour garder sa chaleur. Il y a des vaisseaux sanguins qui éclatent au visage et dans les yeux. Tout de suite après, elle a été hospitalisée pendant une bonne partie de l'été. J'étais furieuse qu'ils m'envoient à l'hôpital. Je croyais que je ne méritais pas d'être hospitalisée. Il y avait des gens qui avaient de vrais troubles alimentaires, mais pas moi. J'en étais convaincue. J'étais persuadée que je n'étais pas malade, que je n'avais pas de problème et que tout le monde exagérait et voulait que je devienne grosse. Maria sort de l'hôpital au début de l'année 1990. Jusqu'à la fin de l'adolescence, elle fera de nombreux séjours dans des centres de traitement. En 1994, la jeune fille de 19 ans souffre encore. Un docteur m'avait dit que je n'étais tout de même pas une anorexique de 30 kilos. Je l'ai pris comme un défi. Je me suis dit, ah bon, je ne suis pas une anorexique de 30 kilos? Vous allez voir. Quand je suis revenue 6 mois plus tard, je n'étais pas loin de 30 kilos. L'étudiante d'1,57 m pèse un peu moins de 25 kilos. J'avais l'air d'un squelette. La peau me pendait sur les os. Je ne pouvais pas marcher. Mon visage avait l'air d'un crâne de mort. On voyait mes dents sous mes joues. Maria fait un autre séjour à l'hôpital, mais cette fois, le pronostic de son médecin est terrifiant. Il m'a dit qu'il ne me restait qu'une semaine à vivre et je me souviens que j'étais anéantie. J'avais la mort dans l'âme. Le prêtre est venu me voir, mes parents aussi. Ils venaient sans doute me faire leurs adieux. On était tous désespérés. On ne parlait pas beaucoup. On lui disait qu'on l'aimait, on la serrait dans nos bras. Elle pleurait, on pleurait tous. Au plus profond de son désespoir, Maria commence enfin à comprendre. J'avais le choix entre la vie et la mort, et je suis aveuglément allée vers la vie parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Il s'est passé quelque chose. Elle s'est mise à aller mieux. Elle allait mieux. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle était très déterminée. Elle voulait vraiment guérir. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Quand j'ai commencé à surmonter mon trouble alimentaire, je me suis mise à abuser de l'alcool et des drogues. C'était comme si j'échangeais une dépendance contre une autre. Quand elle arrivait à rester sobre, le trouble alimentaire reprenait le dessus. Quand on boit au point de tout oublier, on arrive à ne plus se rendre compte qu'on ne mange pas. Ou quand on vomit parce qu'on a trop bu, on ne vomit pas parce qu'on est boulimique. Avec l'aide d'un thérapeute, elle entreprend une démarche personnelle. Mais sur le plan physique, elle ne peut pas faire grand-chose. J'ai le cœur et les organes endommagés à cause de toutes ces années de malnutrition. Je ne peux pas avoir d'enfants parce que mon système reproducteur ne fonctionne plus et je souffre de dérèglements hormonaux. Après plusieurs rechutes, Maria lutte pour se reprendre en main et tente de canaliser ses énergies.
J'ai toujours voulu devenir écrivaine. C'est la seule chose que j'ai toujours voulu être parce que j'aime raconter des histoires et j'adore écrire. C'est ma passion. En 98, à l'âge de 22 ans, Maria publie Piégée, une autobiographie dans laquelle elle relate les années où elle souffrait de troubles alimentaires. Après avoir été très bien accueillie par la critique, Piégée a été en nomination pour le prix Pulitzer. Mais cette carrière fulgurante n'est pas le seul cadeau que Maria ait reçu de la vie, puisqu'elle vit enfin sa première relation amoureuse stable. Avant le début de nos fréquentations, elle m'a donné un exemplaire de son livre « Piégé ». Je l'ai lu en une journée et demie. Ensuite, je savais exactement à quoi m'en tenir. Il m'aide beaucoup en n'endurant pas mes remarques au sujet de mon trouble alimentaire. Il me dit « Je n'ai rien à dire sur ce sujet ». Si je lui demande « Tu me trouves grosse ?» Il me dit « Je ne veux pas parler de ça, c'est ennuyeux ». En poursuivant ses traitements, Maria arrive à contrôler ses dépendances, mais la guérison se fait une journée à la fois. À peu près n'importe quoi peut déclencher un épisode. Si elle rencontre quelqu'un qui lui dit « Tu as l'air bien », elle se demande ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que j'ai grossi ou que j'ai maigri? C'est un combat quotidien. Ça ne s'arrête pas et je crois que ça ne finira jamais. Je crois que les gens sont marqués pour la vie. J'ai eu à relever beaucoup de défis et je suis retombée dans d'anciens comportements. Mais ça ne veut pas dire que je vais recommencer. J'ai une vie merveilleuse et je ne veux plus la gâcher à cause d'une dépendance. On croit généralement que seules les femmes souffrent de troubles alimentaires. Dennis Henning, un homme de 44 ans, n'est sûrement pas d'accord. J'ai commencé à souffrir d'un trouble alimentaire et quand les gens s'en rendaient compte, ils me posaient deux questions. Pesais-tu 150 kilos ou es-tu gay? Henning n'était pas obèse et pourtant, il a souffert de boulimie pendant plus de 20 ans. Quand je pense à toutes ces années, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps. La compulsion de Dennis se manifeste dès son enfance à Sacramento, en Californie. Il vit dans un foyer perturbé. Après s'être séparé de son père, un homme violent, sa mère, Jeannette, l'élève seule. Il m'avait frappé à quelques reprises. Et je lui ai dit, un jour en te réveillant, tu vas me trouver morte. Et c'est toi qui m'auras tuée. Alors fous le camp. C'était très pénible d'être ridiculisé. Les autres enfants passaient toujours des commentaires du genre « Voilà pourquoi ton père est parti ». Ils étaient très cruels. Quand j'étais petit, j'en voulais à ma mère. J'étais en colère contre elle parce que je n'avais plus de père. Ils étaient très pauvres. Ils n'avaient sûrement pas des vêtements à la mode. Il n'était pas gros. Ce n'était pas ça le problème. Il avait un poids normal, mais il avait un gros appétit. Et les autres enfants le taquinaient à ce sujet. Quand j'étais petit, la nourriture occupait une grande place dans ma vie. C'était en quelque sorte ce qui me permettait d'échapper à tous mes problèmes, mais je ne m'en rendais pas compte. On tente d'échapper à la solitude, à la dépression et au sentiment d'abandon en mangeant. On peut se servir de la nourriture pour se calmer, et c'est ce que Dennis faisait. En dépit de tous ses problèmes, il devient un beau jeune homme et entreprend une carrière de mannequin qui lui permet de bien gagner sa vie. Tout le monde peut devenir mannequin dans sa ville natale. J'ai commencé par faire des commerciaux pour de la pizza et d'autres produits. J'avais sans doute une belle apparence, ce qui ne peut pas nuire. Un ami mannequin montre au jeune homme de 19 ans un truc du métier plutôt dangereux. Un jour, on est allés manger ensemble. Il y avait des petits pains aux noix et du beurre de miel absolument délicieux. J'en ai mangé un peu et je n'avais plus faim. Mais lui, il en a mangé 4 ou 5. Je n'en revenais pas. Il m'a dit « Je vais te montrer ce qu'il faut faire ». On est allé à la salle de bain. Il s'est mis les doigts dans la gorge et il a vomi. Je lui ai dit « Pas question que je fasse ça. Mais j'adore manger et j'ai commencé à le faire pour pouvoir manger plus de pain. » Quand on sortait au restaurant, il allait toujours à la salle de bain après le repas. Un jour, Richard, son frère, l'a suivi et il a entendu vomir. Ensuite, j'ai voulu lui en parler, mais il m'a dit « Il n'y a pas de problème, maman. J'étais malade, c'est tout. » Après un certain temps, ça me venait naturellement. Quand je mangeais trop et que je me sentais lourd, je m'en voulais et je me disais « Mon Dieu, je suis vraiment nul, qu'est-ce que je vais faire ?» Et je me faisais vomir. Il devient vite dépendant de ses excès alimentaires, suivi d'une purge.
Les gens qui souffrent de boulimie racontent souvent que leur comportement les rend euphoriques. Je n'ai jamais bu et je n'ai jamais pris de drogue. J'ai choisi la nourriture. Ils entrent dans un état second et ensuite ils sont très détendus, très calmes. La nourriture est une drogue qui change vos perceptions, qui vous engourdit. Je perdais connaissance à force de manger et je me réveillais couvert de nourriture. Je ne paniquais pas, j'étais frustré de ne pas avoir pu tout manger. Je mangeais des choses que personne n'aurait mangées. J'ai même mangé mon propre vomi. Malgré tous ces abus, Dennis arrive à continuer de travailler. Sa carrière de mannequin l'emmène dans de grandes villes comme New York, San Francisco et Tokyo. Partout où il va, Dennis trouve des façons de satisfaire son obsession. J'avais mes habitudes. J'allais toujours au même restaurant où on me connaissait. Je commandais parfois des repas à emporter, 3 morceaux de gâteau au chocolat et 3 cheeseburgers. Quel régal! J'étais dans mon propre monde, je n'étais plus dans la réalité. Ses sorties au restaurant deviennent de plus en plus coûteuses. Au début des années 90, Henning dépense $300 par jour pour se nourrir et il a besoin d'argent pour satisfaire sa gloutonnerie. Il est devenu un peu immoral. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour se procurer ce qu'on veut et que ça ne peut pas être mal si on en a vraiment besoin. Il a même volé de l'argent à des amis et à des membres de sa famille. Ce qui était à toi était à moi. Je m'en foutais. Je voulais ton argent, je le prenais. J'ai fait beaucoup de mal à ma famille quand j'étais malade. J'ai perdu ma maison, 2 ou 3 voitures. Mes comptes bancaires étaient presque vides. Mais c'est mon fils. Je ne pouvais pas l'abandonner. J'ai fait beaucoup de mal et je l'ai fait en connaissance de cause. Je mentirais si je vous disais que j'étais trop engourdi pour savoir ce que je faisais. Je savais ce que je faisais, mais j'avais besoin de le faire pour pouvoir survivre dans mon petit monde à moi. L'argent lui procure temporairement ce qu'il lui faut pour s'engourdir, mais Dennis est insatiable. À l'époque, tout ce que je faisais, c'était manger, baiser, mentir et voler. Et ça me suffisait. Pendant quelques années, la bouffe et le sexe allaient de pair. Il était prêt à tout pour se procurer de l'argent. Il s'est même prostitué. Dennis devient de plus en plus déprimé. J'avais un appartement magnifique et j'avais installé une petite porte battante comme pour un chien par laquelle on pouvait me livrer de la nourriture. Quand le livreur arrivait, Dennis mettait l'argent devant la petite porte battante, le livreur lui passait sa commande et Dennis se gavait, assis sur le plancher. Je vivais sur le plancher, comme un animal. Je dormais sur le plancher, je mangeais sur le plancher. Je ne voulais pas qu'on me voie et je croyais que je méritais de vivre comme ça. Dennis ne sait pas où chercher de l'aide. Quand on parle des troubles alimentaires, on exclut toujours les hommes. Mais ce n'est pas rare qu'ils souffrent aussi de troubles alimentaires. Et comme les femmes, ils passent par tous les états qui s'y rattachent, comme la dépression, l'angoisse, et j'en passe. Je ne savais plus où aller. Et personne ne savait comment m'aider. Quand je demandais de l'aide, on me disait « Tu n'as pas de problème, tu es un homme. » Il commence à se venger sur lui-même. J'étais assis dans mon appartement et je me suis mis à me donner des coups de couteau dans la jambe droite, dans la cuisse droite, parce que je ne trouvais personne qui pouvait m'aider. Une fois de plus, sa mère vient à son secours. Je croyais qu'il allait mourir. Ma mère aussi. On croyait tous qu'il allait mourir. Il serait sans doute mort si on ne s'était pas rendu chez lui. Il retourne vivre chez sa mère et trouve enfin une clinique spécialisée où on est prêt à l'accueillir. J'y ai passé plus de 50 jours. Les 2 ou 3 premières semaines, il ne savait pas quoi faire parce que je suis un homme. C'était assez pathétique, assez triste. Après sa descente aux enfers, Dennis est prêt à tout pour guérir. J'ai passé pas mal de temps à écrire et j'ai inventé la démarche quotidienne en 16 étapes. Des choses comme la responsabilité et l'autonomie. C'est une démarche qui oblige à se regarder soi-même avec beaucoup d'honnêteté.
Le processus de guérison est encore difficile. Il doit faire face à des réalités qui lui rappellent son passé. J'ai beaucoup de maux de tête. J'ai subi 2 opérations et j'ai perdu 80% de sensibilité au visage à cause des gavages et des purges, mais aussi parce que je me suis frappé la tête contre le mur. Quand je parle, j'entends des bruits dans ma tête qui ressemblent à des craquements de jointure. C'est très douloureux. Je me suis fait beaucoup de mal et je ne peux pas blâmer personne d'autre que moi. Aujourd'hui, je suis la même personne que lorsque j'étais au fond du gouffre, mais je vois la vie différemment. Je veux faire comprendre aux gens qu'ils peuvent aller mieux, qu'ils ne sont pas seuls. Il n'est pas guéri. Tous les matins en se réveillant, en se levant, quoi qu'il fasse, il est toujours boulimique. Mais il a surmonté sa maladie. Et c'est merveilleux. Il va s'en sortir.